Madame la directrice diocésaine, Messieurs les directeurs diocésains, Monsieur le vice-recteur de l'Université catholique de Lille, Monsieur Paul Malard, Monsieur le président de l'IFP, Mesdames et Messieurs les chefs d'établissement, chers partenaires, chers collègues, chers amis, j'ai l'immense honneur et plaisir de vous accueillir pour cette soirée d'anniversaire. Alors savez-vous que lorsqu'a germé cette idée d'organiser cette cérémonie, les premiers échos furent 10 ans déjà. En effet, le 22 mars 2004 était organisée l'assemblée constitutive de l'IFP, fusion de 7 entités, 7 organismes de formation, formation initiale, formation continue, formation du premier et du second degré, des diocèses d'Arras, de Cambrai et de Lille. Alors nous sommes aujourd'hui rassemblés grâce au soutien du conseil d'administration et du comité d'organisation de cette soirée. Christine Fermot s'associe à moi pour vous remercier chaleureusement. Je dois également me faire le messager de nombreuses réponses reçues, nombreux messages d'excuses reçus de diverses personnes qui n'ont malheureusement pas pu se rendre disponibles ce soir. Cette soirée anniversaire veut mettre à l'honneur plusieurs personnes. Les personnes du passé qui ont su insuffler avec lucidité cette fusion, et nous pouvons nous réjouir aujourd'hui des bienfaits, des enrichissements, de nos différences. Différences entre formation universitaire et formation continue, croisement du premier et du second degré, repères et cultures divergentes de l'enseignement, de l'animation, de la formation. Mettre à l'honneur également les personnes qui ont porté le projet depuis sa création, entre réunions de travail, déménagement, travaux, plan de formation, maquette de master, recrutement, construction, commission de sécurité, et puis réunions SGEC, à la NIFEC, à la NISFEC, à la CIFEC, puis très récemment à l'UNISFEC, à la DEC, à la DREC, au SAREC, à Fort-Galis. Rencontre avec les chefs d'établissement, accueil des stagiaires, remise de diplômes aux étudiants, contrôle de l'URSSAF, et puis récemment, contrôle fiscal. Que de sueur, d'énergie dépensée pour construire ce bel institut de formation. Mettre à l'honneur les personnes qui composent aujourd'hui l'IFP. Je pense à tous les personnels, personnel de service, personnel administratif, formateurs, responsables de formation, membres du conseil d'administration, sans qui l'IFP ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui, à savoir un institut de formation reconnu régionalement, mais également nationalement. Institut innovant, au service de la formation des personnels non enseignants et enseignants de la région, des éducateurs, finalement, au service des élèves que vous accueillez dans vos établissements. Que les personnes du passé, du présent, puissent être remerciées de leur dévouement, de leur engagement au service de la formation. Alors cette cérémonie sera organisée en 3 temps. Un premier temps de présentation. La présentation de la genèse du projet IFP qui sera animé, et je le remercie, par Emmanuel Thévenin, directeur de l'IFP de 2004 à 2009. Et nous remercions à cette occasion Claude Dauert pour son travail d'historien et les précieuses informations contenues dans la présentation. Je vous invite à observer l'exposition de différents documents qui se trouvent dans la salle qui vous a accueilli. Ce temps de présentation sera suivi d'un diaporama qui retrace les étapes importantes et significatives des 10 dernières années de l'IFP. Un deuxième temps, le temps de la parole. Nous aurons l'occasion d'accueillir messieurs Davion, Debove, Verrier et Thévenin autour d'une question. Pourquoi avez-vous cru au projet de création de l'IFP? S'en suivra, et nous le remercions, la conférence de M. Paul Malard, secrétaire général de l'enseignement catholique de 1999 à 2007, qui est reconnu le 24 juillet 2006 l'IFP en qualité d'institut missionnaire.
Nous nous remercions chaleureusement d'être parmi nous ce soir, vous qui étiez présents il y a 10 ans, et Dieu sait qu'il vous fut difficile de trouver un moyen de locomotion aujourd'hui pour arriver jusqu'à nous. Un troisième temps, et pas des moindres, le temps de rencontre, le temps de convivialité. Après le mot de clôture de notre président, Guy Michel Mahieu, nous organiserons une photo souvenir avec les responsables de l'enseignement catholique, ceux présents en 2004 et ceux en fonction aujourd'hui, ainsi que les différents membres du conseil d'administration ici réunis. Un temps de convivialité autour d'une coupe de champagne, moment privilégié pour nous retrouver en musique et laisser une parole, nous vous invitons à laisser cette parole sur le livre d'or qui est déposé à cette occasion. Pour conclure ce propos introductif, si nous sommes rassemblés ce soir, c'est que nous croyons en vos propos, Monsieur Malart. En effet, la formation dans l'enseignement catholique est décisive de son avenir. C'est bien cela qui nous anime au service du projet de l'enseignement catholique. Aussi, je nous souhaite à tous de vivre une agréable soirée d'anniversaire, que cette cérémonie puisse vous remercier, vous tous ici présents, vous qui nous accordez votre confiance. Merci, que la fête commence. Bonne soirée à toutes et à tous. Oui, c'est avec un certain plaisir que j'ai répondu oui à Bruno de venir présenter le PowerPoint de Claude. Donc j'ai rentré un peu dans ses chaussures parce que c'est lui qui l'a fait, mais bon, je l'ai parcouru. Je vais rester fidèle. Et donc, deux parties de ce PowerPoint. Une première, c'est la conception de 2002 à 2003. Et puis une seconde, ça sera un peu la mise en œuvre de 2003 à 2005. Voilà. Donc, oui, Claude, il présente tout d'abord le contexte jusque 2001 et 2002, avec une variété, une pluralité d'organismes de formation qui assurent dans notre région l'accompagnement et la formation des enseignants du premier degré en formation initiale, avec le CFP de Lille, Arras et Cambrai. La particularité, c'est qu'à Cambrai est portée par le CFP la formation initiale et la formation continue des enseignants, alors que sur Lille et Arras, à l'époque, deux unités de formation à Forec et des DEC, Arras assure la formation continue. Et puis par ailleurs, vous savez, l'école des professeurs, formation régionale du second degré, mise en place dans les années 60, qui assure la formation pour les enseignants qui prennent leurs fonctions et qui les accompagnent en formation continue. Le CNFETP, créé en 1983, pour accompagner les enseignants de l'enseignement technique des lycées professionnels et technologiques. Un point commun entre EDP et CNF, c'est que ils résultent de la volonté des chefs d'établissement de se doter dans la région d'unités de formation pour accompagner les enseignants. Un point commun, c'est le N de CNF, qui était très jaloux de son existence nationale, mais aussi il y avait un N caché dans l'école des professeurs, puisque le réseau des ARPEC et UNAPEC, Reformiris, confiait à l'EDP la préparation au concours des CAER notamment, qui était sur un recrutement national. Et puis des associations plus locales, AFPTP, association qui assure le conseil pédagogique dans le réseau des établissements techniques, ARES, vous connaissez, avec sa fille à l'époque, devenue un peu plus tard Formiris. Michel Bastien et Michel Écrouton qui est dans la salle, au moment où une page va se tourner avec la disparition des CFP en tant que tel pour s'intégrer au sein de l'IFP, avaient réuni dans ce petit manuel l'histoire, un aperçu historique de la formation des enseignants du premier degré. Ça remonte assez loin, puisque 1817, donc formation des institutrices avec des religieuses qui prenaient en charge cette formation jusqu'à 2005, il y a un CFP sur l'île, Arras et Cambrai. L'année 2002, alors des évolutions, des changements dans l'environnement national, les directives pour la formation en 93, qui avait fonctionné pendant 10 ans en apportant des points de repère et puis aussi des éléments de tension parfois, notamment autour de fonctions distinctes, les prescripteurs, comme on l'a dit, les prestataires, ce qui avait amené Formiris à l'époque une APEC-ARPEC de ne plus exercer de formation, ne plus assurer de formation en tant que telle. Et puis ces mots-là portaient peut-être
des relations de dépendance qui n'étaient pas toujours bien vécues. Donc voilà, mais ça a permis quand même à la formation de se développer et d'amener aussi une relecture de ces documents à travers la Biennale de la formation qui faisait suite aux assises de décembre 2001 que Paul Malard avait brillamment lancé et qui avait été un vrai succès par le souffle qui avait été induit par ces assises et qui avait d'emblée, même dans la logique de ce que l'on va entendre peut-être tout à l'heure, indiqué que pour que ce souffle devienne concret, il faut mobiliser la formation. Et c'était les biennales de la formation. Au même moment, probablement, alors je ne sais plus si c'est Le Sgex, si c'est Formerie, si c'est les deux qui avaient commandité Monsieur Arzeau, Christian Arzeau, directeur de l'Observatoire social de Lyon, pour faire un audit du système de formation en France. En tout état de cause, il est venu dans notre région et a fait une partie de cet audit en approfondissant. Il y avait 2 ou 3 régions qui étaient l'objet d'un regard un peu plus précis. Et suite à cette biennale, a été rédigé un document, charte de la formation, qui a été finalement adopté en 2004. Les particularités, c'est viser au maximum d'inscrire la formation sur les besoins et les attentes du terrain. Alors ça a été parfois un peu compliqué à mettre en place, avec des doubles mouvements entre l'attente des besoins et puis des propositions qui redescendaient, puis des remontées. Les questions de schéma directeur de formation ont aussi été impliquées dans ces périodes-là. Donc c'est un contexte de la formation qui est mouvant, mais aussi en région. En parallèle, il n'y avait pas de relation de cause à effet direct, on surgissait aussi dans la région des initiatives qui visaient à rassembler et à coordonner divers organismes de formation. À l'époque, ça n'est pas mentionné dans le diaporama ici, mais il y avait la commission régionale de formation qui réunissait dans une réflexion les partenaires de formation initiale et continue de la région. Premier et second degré. La Cato était présente avec Gaston, je crois qu'il participait à la CRF, et puis Olivier, je pense, Tranchant, qui était aussi. L'idée de fédérer nos moyens, nos ressources, nos compétences avait été aussi évoquée dans cette commission régionale, portée par Émile Silver à l'époque, et par Charles Lassène avant. Ça, je ne sais pas si tu as connu Dieudonné, la commission régionale était déjà passée. L'année 2002, un environnement en mutation aussi au niveau du contexte national, un débat sur l'avenir des CFP, les fonds de formation c'était déjà bien réduit dans le secteur de la formation continue depuis déjà des années, mais la formation initiale n'avait pas été concernée jusqu'alors, et là, les CFP ont vu une restriction de 12%, alors qu'il y avait un peu plus d'étudiants. Bon, voilà, les questions se posaient, comment allait-on faire? Il y avait des CFP de petite taille qui étaient un peu menacés dans leur existence. Il y avait la réforme des UFM qui se faisait aussi avec le processus licence, master, doctorat, et l'idée que les enseignants qui investissaient largement en formation après la licence puissent faire valoir leur doctorat, alors que les concours ne leur permettaient pas toujours l'accès à l'emploi. Avec, en septembre 2002, face à toutes ces évolutions-là, une journée régionale qui réunit tous les acteurs. Ça se passe dans la salle du dessus, là, 60, vous voyez les photos. 60 participants avec André Blandin et Christian Arzeau, se placer dans une dynamique de moyen ou de long terme pour sortir des chapelles et partager et mutualiser les compétences. Voilà. C'est une première rencontre importante avec la présence de Monseigneur Gégère qui est là dans le rang, et puis des groupes de travail qui vont, au cours de cette journée, apporter des éléments permettant de continuer à réfléchir et à mettre sur pied déjà des premiers bases de travail. Voilà, une étape suivante, 23 octobre, les directeurs d'instituts de formation avec André Blandin et Jean-Pierre Gardy qui définissent les éléments constitutifs d'une structure régionale. Ils se donnent jusqu'à décembre pour poser les bases d'un plan masse, c'est ambitieux bien sûr. En novembre, c'est une page 10 points avec un document qui est intitulé Mission régionale de la formation. Objectif, à horizon 2004, intégration d'un premier noyau d'organisme, et puis horizon 2006, constitution finale. Ce document est approuvé par les évêques, qui posent quand même quelques questions et explicitations, et adressé aux partenaires. C'est ce document qui servira de base à un nombre de réunions assez important à l'interne.
en mars 2013, un document de 5 pages explicite la note de décembre 2002, en fait répond aux questions qui avaient pu être posées notamment par les évêques. La question de la formation initiale dans chacun des enseignants du premier degré dans chacun des diocèses était un point important. Les organismes doivent se prononcer sur leur participation à une nouvelle structure IRFEC ou pas, IRFEC à l'époque. Les organismes sont autonomes, indépendants, ils ont leur propre capacité de s'engager, de ne pas s'engager, donc voilà, on leur donne un temps. Puis le 11 avril, un texte définitif sera signé par les 6 directeurs diocésains et Monseigneur Gégère, au nom des 3 évêques. Il devient la référence pour la réalisation du projet et devient un peu le texte de point de départ et de point de non-retour. On est engagé et si on a une hésitation de ci ou de là, ça peut arriver, ce texte ne laisse pas la place à revenir en arrière. Et donc la deuxième période, qui ici, c'est une mise en œuvre de 2003-2005, que Claude nous décrit à travers quelques péripéties, dit-il. Alors, un grand nombre de groupes de travail vont se faire. Ils vont se faire en mettant en commun sur des thématiques diverses des personnes du premier degré, du second degré, de la formation initiale et de la formation continue. Donc, je dirais que ça amorce déjà là un travail ensemble, hein, même si on n'est pas encore sur des projets de formation. Oui, dans certains cas déjà des projets de formation faits ensemble, mais les rencontres se font. Alors, grande variété, hein, statut et organigramme, les questions d'immobilier, les questions budgétaires. À cette époque-là, Formiris est sollicité, ça peut leur PEC encore, pour faire un compte de résultats fictif. Si on additionne les Jean-François Leté, je l'ai vu tout à l'heure, qui est dans les rangs, accepte de contribuer à faire ce travail. Jean-Marc Desmoutiers ayant donné son accord comme président de l'ARPEC. C'est un travail qui était difficile, il faut un comptable sérieux pour faire ça, parce que chaque compte de résultat n'avait pas tout à fait les mêmes rubriques, il fallait faire l'addition de tout ça. Au final, on arrive à un compte de résultat qui a bien servi d'ailleurs pour la mise en place de l'IFP et son propre compte de résultat, qui montre que les choses sont quand même jouables, on ne va pas dans le mur, on n'est pas en train de faire une addition d'organismes qui financièrement ne tiendront pas la route. Les ressources humaines, on en dira un mot, question de formation continue et initiale, qui en fait, c'est la diapositive suivante, qui rentre aussi par des questions. Alors il y a des membres fondateurs et puis il y a des membres associés. Par exemple le CNF qui, avec cette dimension nationale, on n'imagine pas aisément venir s'intégrer complètement, dit mais on va l'associer. Mais ça veut dire quoi être associé par rapport à être fondateur? Tout ça doit être un peu précisé, défini. Le partenariat avec la Cato, qui était essentiel aussi, hein, qu'il fallait là aussi prévoir, définir. Le management de l'Institut, alors on a débouché sur un directoire avec 2 directeurs et 2 directeurs adjoints. Et puis le fonctionnement des maisons, on était aussi sur l'idée, c'est qu'un centre de formation, c'est pas simplement un endroit où on dispense de la formation comme on dispensait des cachets ou je ne sais trop quel produit. C'est aussi un lieu où il se vit des choses, et donc l'idée que les maisons puissent être des lieux de vie, ce qui est un peu une question de l'autonomie de ces lieux de vie. Si on veut qu'il y ait un institut et des maisons, bon, voilà, il faut trouver les moyens d'articuler tout ça. Des orientations pédagogiques de formation avec notamment premier degré. Il y avait 3 maquettes de formation, hein, André, tu sais bien, avec chaque CFP qui avait sa propre logique de formation, parce que c'est des histoires, la formation n'est pas forcément quelque chose qui tombe comme ça, c'est un travail fait par des formateurs. Et mettre ensemble ces 3 logiques pour une maquette, ça a demandé un travail, mais on l'a fait, et il s'est fait avec un résultat positif. Regrouper les personnels, c'était loin d'être gagné non plus, parce que 6 ou 7 organismes différents, c'est des emplois qui sont référés à des cadres différents en termes de durée du temps de travail, en termes de grille de rémunération et d'évolution. Durée des congés. Voilà. Il a fallu faire en sorte que l'on puisse se référer à une convention. On a fait une convention d'installation, on a accompagné les personnels d'administration et de gestion, bien sûr, et aussi les personnels formateurs pour pouvoir s'inscrire dans ce nouvel institut. Exemple de situation, hein, le temps de travail d'un formateur du premier degré n'était pas le temps de travail d'un formateur à temps plein, le temps de travail d'un formateur dans le second degré. Bon, il fallait trouver ces compromis. Et puis ensuite faire en sorte qu'on accompagne les personnels pour entrer dans
la signature d'un contrat avec l'IFP alors qu'ils avaient un contrat avec un autre organisme. Et quand on lâche un contrat, on ne sait pas trop ce qu'on lâche, on sait ce qu'on lâche, mais on ne sait pas toujours ce vers quoi on va. Donc ça n'a pas été quelque chose de toujours très simple. Sophie Aimé qui est là a largement travaillé pour aider à expliquer et permettre de comprendre que l'entrée avec ce nouveau contrat était sérieux, sans risque pour les salariés. Positionnement des chefs d'établissement, oui, 620 chefs d'établissement sont concernés. Le DP, vous savez, c'était 200 chefs d'établissement adhérents, participant à l'Assemblée Générale de manière très régulière et avec des assemblées importantes. Là, on ajoute 420 écoles. Alors, 600 personnes, vous voyez, ça pose la question de l'organisation et de l'implication des chefs d'établissement, premier et second degré, dans le nouvel institut. Alors, il y a eu des différents dispositifs de mis en place pour cette représentation des chefs d'établissement. Certains qui sont dans la salle s'en souviennent. Alors oui, le nom a donné à l'Institut Claude nous a mis un florilège, il y a deux noms, hein, ICAR, Institut catholique d'animation et de recherche en éducation, ça n'a pas été retenu. Silver, bon. Un extrait qui est dans les feuilles que vous trouvez en bas, à l'exposition. Alors la communication, deux vecteurs de communication ont été déterminants pour réussir aussi cette mise en place de l'Institut. IFPEC Info. Il faut dire que, on avait dit qu'il faudra que le système de formation soit plus lisible et plus visible. Dans un premier temps, la lisibilité n'était pas tout à fait au rendez-vous, je ne sais pas la visibilité, mais donc les chefs d'établissement pouvaient se demander, mais vers quoi on va? Est-ce qu'on n'est pas en train de faire une usine à gaz qui va nous coûter cher? Et peut-être que des rumeurs circulaient, c'est ce que indique Claude dans le haut de la diapo. IFPEC Info, c'était un bulletin qui donnait des informations précises autour d'un certain nombre de questions adressées à l'ensemble des chefs d'établissement et d'autres partenaires, et qui a permis au moins de rendre compte de manière simple et lisible, justement, de ce qui était en train de se faire. Je pense que ça a été un travail que Claude faisait, que Claude a fait de manière régulière et qui était très important. Dans le même temps, Interaction, qui était mis en place depuis 2003, a évolué en intégrant des communications venant du premier degré et du second degré, parfois des communications en commun autour de projets en commun, que ce soit des communications de formateurs ou des communications de terrain portées par des expériences pédagogiques. En tout cas, ces deux vecteurs-là de communication ont été certainement déterminants pour avancer vers la mise en place d'un IFP lisible par les chefs d'établissement et mettant en lien les différentes ressources des organismes fondateurs. Alors un chef de projet, Gaston, qui est dans la salle quelque part, là-bas, qui avait accepté, il avait eu la charge de recteur de la Cato à l'époque, de venir dans cette galère ambitieuse. Donc il avait rencontré un peu tout le monde. Hein, alors l'image, c'est Claude qui avait trouvé cette image, je ne sais pas d'où elle vient, mais là, Gaston se fait tout petit, il ressemble un peu à Einstein, je trouve. Et puis, vous voyez, les responsables d'organismes de formation, pour lesquels qui défendent aussi leurs affaires aussi. Hein. On ne lâche pas comme ça 20 ans, 30 ans, 40 ans de conviction sans résister un peu. Alors, au CNFETP de Bourdin, groupe de travail, le directeur et l'organisme de formation présent. Alors, Émile Silver rappelle en début de séance qu'il s'agit aujourd'hui d'avancer dans la mise en œuvre et non de remettre en cause le projet cadré dans le texte fondateur d'Avril. Si Émile dit ça, c'est qu'il y avait peut-être de ci, de là, quelques hésitations, et qu'elle peut être remise en cause sur la manière dont les documents d'Avril avaient posé la perspective de la charte, de la mise en place de l'IFP. Alors, Claude nous dit que c'était un des comptes rendus les plus difficiles qu'il a eu à rédiger sur les 4 années, mais que finalement, 7 points d'avancée consensuels ont pu être dégagés en fin de réunion. C'est pas mal. Et le 22 mars, à la direction du CDN de Cambrai, l'Assemblée Générale Constitutive de l'IFPEC, avec
un texte et des statuts qui sont signés par les 20 membres fondateurs. Pierre de Codin, qui est dans la salle aussi, et ils ont accepté de prendre la présidence, la première présidence du nouvel institut. Alors vous pouvez voir sur la photo, si on la laisse, vous avez les directeurs de Cézanne, les responsables des organismes de gestion, des organismes de conseil d'administration des organismes de formation, Thérèse Lebrun qui est présente, et plutôt une mine réjouie. Alors je ne sais pas si c'est Claude qui avait sorti un lapin et qui l'agitait pour que tout le monde se détende, mais on peut se dire qu'à voir cette photo, les principaux décideurs qui ont engagé l'IFP l'ont engagé avec confiance et une perspective plutôt enthousiaste que se sentant obligés de faire quelque chose auquel ils n'auraient pas adhéré. Alors 2004-2005 sera une année de transition avec un directoire de 4 membres, 2 directeurs et 2 directeurs adjoints, avec un fonctionnement qui va être complètement opérationnel à la rentrée 2005. Juste pour dire ce qui s'est fait principalement, c'est la construction d'une maquette de formation initiale premier degré. Il faut dire que l'IFP, ça a été installé autour de, comment dirais-je, la réalité de la formation initiale premier degré, qui avait des maisons dans lesquelles se vivait, il y avait une permanence d'étudiants, donc il y avait des modalités de fonctionnement un peu différentes de la formation continue, où vous avez des stagiaires qui arrivent et qui repartent. Et la mise en place de cette maquette commune, c'était assez difficile parce que, évidemment, c'était changer des volumes horaires, changer éventuellement des orientations. Derrière les volumes horaires, vous avez des emplois, et des formateurs qui sont impliqués. Donc voilà, c'était quelque chose de délicat, mais qui a été certainement riche au final. Et puis, le fonctionnement totalement opérationnel, je le disais tout à l'heure, c'est aussi l'arrivée sur le site de Lille de personnel qui étaient à la Cato et qui se sont déplacés. Ça n'a pas été facile pour faire ce déplacement. Et les choses ont pu s'enclencher à cette rentrée 2005. Et on arrive là dans ce que Claude a appelé la maturation, mais ça va être le diaporama qui suit. Merci. Un grand merci Emmanuel pour cet aspect historique finalement de la jeunesse de l'IFP. Toujours dans ce premier temps, nous allons avoir un diaporama qui va nous faire revivre année par année les 10 dernières années qui nous amènent à aujourd'hui être cet organisme dont nous sommes fiers.